Ben Lala. Hey, salut tout le monde. Voici la 10e saison de Ben Lala. Ben Lala. Et la 10e saison, je vous dis tout de suite, elle va être particulière. Ben Lala. Ben bon, ben Lala. Ouais, elle va être particulière parce que la 10e saison, je vais être franc avec vous autres, si ça n'avait pas été de marque privée et du défi aux entreprendre, j'allais suspendre la saison 10, j'allais reprendre juste à l'automne 25 pour différentes raisons. Et bref, Marc sans dire, m'a convaincu par sa participation et tout l'intérêt qu'il porte au projet. Non, il est avec moi aujourd'hui. Donc, pourquoi qu'elle va être spéciale? C'est que, écoutez, prochaine saison, on va parler de marketing, bien sûr, on va parler de projet. Mais ce qui va se passer au mois d'avril prochain, c'est le défi aux entreprises avec le gros gala qui vient avec. Et on va vous proposer une série d'entrevues avec des jeunes qui ont travaillé sur des projets entrepreneuriaux. Donc, on va vous les faire découvrir. On va vous faire découvrir leur méthode, leur façon qu'ils ont créé ces projets-là. Donc, ça va être, je pense, assez inspirant et assez intéressant. Donc, étant donné qu'il y a une bonne équipe aussi qui collabore à tout ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas en faire. Donc, on a embarqué dans la machine. Donc, Marc, premièrement, bienvenue dans cette 10e saison. Salut Benoît, c'est le fun, c'est une petite introduction comme ça. Écoute, on s'en était parlé à bureau fermé. D'ailleurs, pour ce qui je fais une petite parenthèse parce que je fais la saison 10, mais en même temps, je prépare un petit quelque chose que je vais diffuser à l'automne prochain en plus de la saison 11. Ça, j'ai déjà réfléchi à quelque chose. Un volet du balado qui va être totalement différent, mais en série spéciale, vraiment spéciale, un peu comme mon Ben Lala en France, mais ça va être autre chose. Donc, ça je t'en avais pas parlé, mais je vous le dis, je travaille sur quelque chose. Mais tu sais, Benoît, je trouve ça le fun que tu aies embarqué dans le projet d'avoir des balados sur le défi aux entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que ça va nous permettre justement de mettre en valeur des entrepreneurs, des jeunes futurs entrepreneurs de la région. Puis ça, pour moi, c'est riche. Merci. Puis en plus, on lance le balado, mais c'est le prétexte numéro 1, c'était justement le lancement du défi aux entrepreneurs qui vient tout juste d'être fait. Donc, si je ne me trompe pas, actuellement, les élèves, les étudiants, ceux qui veulent participer au défi peuvent s'inscrire, je pense. Déjà, ils ont juste à contacter leur responsable local. Et moi, je peux te dire, parce que je vois un peu le nombre de projets passés, là, c'est que ça va bien. On a beaucoup de projets scolaires, on a beaucoup de projets en création d'entreprise, en réussite, donc Réussite Inc. Fait que c'est de bon augure. OK, on a hâte de découvrir tout ça, mais en fait, la prochaine édition de Ose Entreprendre sur le volet régional, on a, dans le fond, on a eu la chance de trouver quelqu'un d'extraordinaire comme porte-parole. Et en fait, c'est ça, comme porte-parole. Ouais. Alors, écoutez, sans plus tarder, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. En fait, je vais faire une correction. Ce n'est pas notre porte-parole, c'est notre présidente d'honneur. Présidente d'honneur. Présidente d'honneur de l'activité. Elle s'appelle Marie Saint-Gelais. Bonjour, Marie. Bonjour. Est-ce que je peux... Toute une entrée, merci de l'introduction. Est-ce que je peux t'appeler Marie? Oui, certainement. Et est-ce que je peux te tutoyer? Oui, également. Oui, parfait. Premièrement, merci d'avoir accepté cette présidence d'honneur-là pour donner le ton. Merci du mot que tu as fait d'ailleurs ce soir et malheureusement, on ne l'a pas enregistré, mais je pense que dans l'entrevue qu'on va avoir, je pense que tu vas avoir la chance de retoucher différents éléments. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Marie Saint-Gelais, tu es ingénieure et associée principale dans la firme Ashini, consultant depuis 2016. Qu'est-ce que c'est cette entreprise-là, Ashini Consultant? Ashini Consultant, premièrement, j'aime ça toujours partager le nom de où ça vient. Ashini, moi, c'est le nom de ma grand-mère maternelle qui s'appelait Maria Ashini. Puis le mot Ashini, ça signifie rock dans la langue Innu. Ashini Consultant, c'est une firme d'ingénierie multidisciplinaire autochtone qu'on développe depuis 2016, puis qui justement œuvre dans le milieu de l'ingénierie autochtone. Le volet autochtone, parce que quand on a parlé de ça en Marc, on s'était dit
est-ce qu'on pourrait avoir un entrepreneur, justement, des Premières Nations? Et parce que, tu sais, cette ouverture-là, je pense que c'est hyper important de l'avoir, d'une part. Et d'autre part, je pense que l'entrepreneuriat autochtone, je l'appelle comme ça, là, je ne veux pas blesser personne, faire Non, d'erreur. c'est parfait. Mais je pense que c'est quelque chose qui est peu connu, qui est différent, qui est autre chose. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, peut-être des différences ou des choses à lesquelles les premiers peuples sont confrontés quand ils se lancent en entrepreneuriat. Oui, certainement. J'aimerais ça, premièrement, dire une chose, moi, une statistique que je trouve vraiment intéressante, c'est il y a un rythme de développement des entreprises autochtones 4 fois plus grand dans les communautés que chez les Allochtones. Fait qu'il y a vraiment une effervescence présentement dans les communautés de démarrage d'entreprises puis de mouvement entrepreneurial. Puis une autre chose qui est intéressante à noter aussi, moi, que je trouve, chez les Allochtones, c'est une majorité d'hommes qui vont démarrer des entreprises. Puis chez les Autochtones, c'est des femmes. Ah, oui. Ouais. Ça, c'est génial. Mais Ouais. est-ce qu'il y a une raison pour ça que c'est plus des femmes? Je connais pas la raison exacte, mais moi, j'ai l'impression que les femmes chez les Autochtones ont une place vraiment importante, puis qui sont beaucoup dans le soutien de la communauté, dans le développement des communautés, puis dans l'amélioration, tu sais, des conditions de vie en général. Fait que moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a peut-être un petit peu de ça là, dans ces statistiques-là, là, que c'est les femmes qui démarrent beaucoup d'entreprises. Puis sinon, pour répondre à la deuxième partie de ta question, il y a beaucoup effectivement de problèmes que les entrepreneurs sont confrontés, des réalités que les entrepreneurs autochtones sont confrontés, des réalités que les entrepreneurs du côté allochtone ne sont pas. Entre autres, on peut parler, de l'accès au capital, Okay, l'accès au financement, exact, qui va avec là, tout ce qui est loi sur les Indiens, là, de la non-cessabilité, de ne pas pouvoir avoir des choses qui sont saisissables sur la communauté. Fait que ça devient difficile de faire des emprunts quand il n'y a rien à garantir en arrière. Fait que tout ce volet-là. Également, tu sais, en général, il y a on est à la première génération d'entrepreneurs chez les Premières Nations. Fait qu'on n'a pas nécessairement de modèles, on n'a pas nécessairement beaucoup de gens qui nous inspirent autour de nous. Tu sais, c'est vraiment à nous, présentement, de créer le modèle d'entrepreneuriat à quoi on aspire, parce qu'on est vraiment au tout début, tu sais, de ce mouvement-là entrepreneurial chez les Premières Nations. Puis sinon, moi, une chose que c'est sûr que je remarque au niveau des entreprises autochtones, c'est toujours un peu la volonté d'avoir un impact positif dans nos communautés. Tu sais, au-delà d'être profitable, au-delà de faire des sous, au-delà de ça, il y a toujours comment que je fais profiter mon entreprise, l'impact que mon entreprise peut générer dans ma communauté, que ce soit par l'employabilité, que ce soit par redonner à la communauté dans n'importe quelle initiative sociale ou culturelle, mais comment j'aide ma communauté? Comment je supporte ma communauté à améliorer les conditions sociales et économiques de ma communauté? Ça, je trouve que c'est vraiment... on retrouve ça chez tous les entrepreneurs autochtones. Puis une chose aussi que je trouve, c'est que les entrepreneurs autochtones vont penser beaucoup en avant, à plusieurs générations en avant. Comment mon projet entrepreneurial, justement, se projette à travers les générations futures. Ça, je pense que c'est au cœur aussi de la démarche entrepreneuriale des Premières Nations. Oh, ouais. Oui, puis moi, je l'écoute, puis ça me fait réfléchir, ça me fait penser, entre autres, à un de nos confrères, Carlos Bergeron, qui est un autochtone. Puis Carlos, dans tout ce qu'il fait, c'est toujours redonner à quelque part. Puis j'ai souvent entendu parler, Mélanie, je la connais, Mélanie Paul, tu la connais sûrement. Oui, je la connais très bien, oui. Puis Mélanie, ben, c'est un peu ça aussi dans son discours, dans ce qu'elle fait, dans les collaborations qu'elle développe avec des différents partenaires autochtones. Oui. C'est toujours ça qu'elle met de l'avant. Là. Ouais, puis, Exactement. Mélanie, on l'avait eu en Ouais, entrevue aussi dans une des saisons. Je me souviens plus laquelle. Mais ça, honnêtement, ce volet-là, je trouve que c'est le volet autochtone de l'entrepreneuriat, je trouve important. Je trouve important qu'on en parle. Je suis content de savoir qu'il y a plus de femmes qui abordent un peu l'entrepreneuriat parce que ça crée de la job, ça crée une pérennité. Puis le fait aussi, puis là où c'est la première fois que j'entends ça, c'est on pense à plus loin que le court terme, que la profitabilité maintenant. Ça veut dire que il y a une vision de construction de quelque chose de solide qui va rester, qui va marquer. Donc, tu sais, la perception associée à l'entreprise, en tout cas, moi, je trouve ça inspirant, je trouve ça le fun. C'est pas juste de dire, je pars mon entreprise, je vais faire de l'argent, puis au pire aller, je la revendrai. C'est je pars mon entreprise, puis je vais aider les gens. Puis,
elle va durer dans le temps. Exactement. Ouais. Faisons le tour un petit peu de ton parcours professionnel. Dans le fond, en fait, tu as fait tes études, tu as fait un MBA, tu été ingénieur de formation. Donc, avant de parler peut-être un peu justement de la job, en quelque sorte, ta formation académique, comment ça s'est passé? Je pense que tu viens de la Côte-Nord. Tu es allé au Cégep-où? Tu as fait ton université comment? Comment tu as trouvé ça? Parle-nous de ça. Oui. Bien, moi, je suis originaire de la communauté de Pessamit, mais j'ai été élevée beaucoup ici à Saguenay, OK. avec mes parents ici. Puis moi, j'ai eu la chance, justement, que mes parents, tous les deux, ont été à l'université. OK. Puis que, ben moi, ça a quand même été naturel dans mon parcours de choisir de continuer mes études à l'université. Puis il y a eu le choix de l'ingénierie là, qui s'est vraiment fait très simplement par rapport au fait que, dans une discussion avec mon père me disait tu devrais choisir quelque chose que tu vas pouvoir aller dehors. Tu vas pouvoir pas passer tes journées dans un bureau. Fait que à partir de là, j'avais choisi le génie civil, que j'avais aucun ingénieur, encore moins d'ingénieur civil dans mon entourage, puis que j'avais choisi ça. Puis ça s'est avéré... c'est drôle, j'ai été, je vais dire, chanceux. J'ai eu une certaine chance parce que la première année était très difficile pour moi à l'université. J'étais déménagée à Montréal, puis ça a été très difficile. Puis dans l'été, j'ai eu la chance d'avoir un stage dans un chantier d'Hydro-Québec, OK. justement avec une entreprise de ma communauté de Pessamit. Puis là, c'est là que j'ai eu comme un coup de cœur j'ai eu un coup de cœur pour le génie civil. Puis quand je suis retournée à l'université en septembre, ben là, c'était ça que je voulais faire. Puis on a mis les énergies pour ça. Puis j'ai gradué 3-4 années plus tard. Moi, ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est que, tu sais, le sacrifice d'apprendre dans un contexte universitaire qui est vraiment autre que sur le terrain, veut pas, la formation au bac, tu sais, c'est pas la réalité du terrain. D'être capable à l'extérieur, tu sais, c'est... Surtout au début, là, tu sais, comme entre autres, une formation d'ingénieur, quand on commence, là, on est dans les mathématiques, dans les choses, tu sais, ça pas C'est loin d'être dehors. Non, c'est vraiment pas ça, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, je trouve que j'avais vraiment une belle chance d'avoir eu, dès le début de ma formation, d'avoir eu l'occasion d'aller proche sur un chantier puis voir ce qui s'y passait. Écoute, j'ai une question. Tu dois sûrement avoir une paire de bottes à Cap d'Acier. Oui. Je m'en sers de moins en moins. Quelle marque que tu portes? Quelle marque que tu portes? La marque, non, je te dis, là, elles sont pas mal brillantes. OK, elles sont brillantes. Non, c'est parce que génie civil, moi, dans ma tête, tu sais, c'est justement, t'es dans la construction des routes, des infrastructures, donc veux pas. Puis quand tu te déplaces, je présume, tu as les paramètres de la CNSST qui font en sorte que tu n'as pas le choix dans tes bottes. C'est pour ça que je t'ai posé ça comme question. Mais je te dirais, je l'ai fait, là, mais là, je te dirais que dans les dernières années, c'est sûr que je suis plus dans le développement de mon entreprise. Fait que c'est un peu moins moi qui va sur les chantiers puis qui s'habille de façon sécuritaire. Donc, il y a moins de dehors, là. Oui, un peu, peut-être. Donc là, le bac, c'est fait. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un MBA? Premièrement, moi, j'ai toujours aimé l'école. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait mon bac. Après ça, j'ai commencé à travailler. Tout ça, j'ai commencé ma carrière. Après ça, je voulais retourner un peu à l'école. Fait que j'ai fait des programmes. Entre autres, j'avais fait un programme sur l'utilisation du matériau bois dans la construction que j'avais trouvé vraiment intéressant. Ensuite, j'avais fait un cours donné par l'UQAC puis l'École nationale d'administration publique qui était un cours de gestion en contexte autochtone. OK. Puis là, j'avais eu vraiment un déclic de voir comment on pouvait intégrer justement certaines valeurs ou savoir-faire traditionnels dans, premièrement, l'éducation, mais aussi dans tout ce qui est gestion. Puis, parce qu'au début de ce programme-là, là, je comprenais pas comment on pouvait faire ça, intégrer certaines choses traditionnelles dans ce qu'on fait de nos jours, tout ça. Puis ça a été vraiment un déclic. J'avais vraiment aimé ce programme-là. Puis un MBA, ça avait été toujours un peu dans ma tête un objectif, mais j'attendais de trouver le bon programme, tout ça. Puis c'est justement là que j'ai découvert ce programme-là qui était destiné aux Autochtones, qui se donnait à Simon Fraser University à Vancouver. Puis que j'ai décidé de m'inscrire en 2021 pour graduer. J'ai gradué juin dernier, en 2024. Fait que j'ai eu 2 ans et demi avec une cohorte de 30 Autochtones de partout au Canada, de toutes nations, communautés différentes. On a fait le programme tout en ligne, puis une semaine par session, on allait ensemble dans une communauté. Oh, OK, ouais. ça doit être... Parce que c'est ce que je me disais, c'est sûr que la formation devait être en ligne, mais est-ce qu'il y avait des occasions de se rencontrer? Une semaine par session. Fait que ça a été...
Mais, Moi, mais ça, là, excuse-moi. Oui, vas-y. Je veux pas être impoli, Ben mais... non. euh, Peut-être moi qui parle beaucoup. non, c'est pas ça. Parce que moi, ça m'impressionne une semaine dans toutes les communautés. Donc là, il va y avoir des Premières Nations de tout le Canada. Exactement. Au Québec, est-ce qu'il y en avait plusieurs? Non, T'étais la seule? il y avait juste moi, oui. Parce qu'en plus, là, c'était un programme en anglais, mais non, du Québec, j'étais la seule de cette cohorte-là. Puis on a gradué, c'était la 15e cohorte. OK. Oui, 14 ou 15e, je ne m'en rappelle plus. Puis j'étais la première du Québec. Il y avait personne du Québec qui avait fait ce programme-là avant. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça a été extrêmement riche là, comme, C'est clair, parce comme que programme. de se retrouver des gens de différentes communautés sur une communauté, Exact. il y a de l'échange qui vaut bien plus que tout le bagage théorique qu'on peut aller Exact. chercher à quelque part. là. Oui. Oui, puis, tu sais, je pense aussi que tu as des enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Oui. Donc- D'ailleurs, j'ai eu mon 3e pendant mon... Non, mais Mon MBA. écoute, je te félicite. Non, sérieusement, je te félicite. Dans le fond, ton entreprise, tu l'as acheté ou tu l'as fondée? Non, en je l'ai 2016? fondée en Tu l'as 2016. en 2016. Donc là, jeune entreprise quand même, 3 enfants. Écoute, félicitations pour ta Merci. persévérance scolaire. Merci. Ça a l'air cliché, là. Mais wow! Parce que, tu sais, le monde, il pense que c'est facile, tout ça. Mais non, mais, tu sais, avant d'aller d'un cours, il faut que tu fasses à souper, il faut que tu t'occupes des C'est clair. bobos, tu sais, la job. Bref, OK. Puis J'arrête de puis- m'éterniser puis là-dessus, quand tu mais pars félicitations. Puis quand tu pars une semaine, il faut que tu planifies. Parce Ouais. que les enfants ne restent pas là tout Non. seuls. là. L'entreprise non plus. L'entreprise non plus. Ah, c'est bon. Parlons-en maintenant de cette entreprise-là. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? À moins que tu aies d'autres diplômes à nous partager. Non. Donc, ça va être assez. Pour l'instant, c'est assez. Pour Mais c'est l'instant, drôle OK. parce que j'ai terminé l'année passée. J'ai dit à mon mari, bon, là, c'est assez. On est allé à l'école. Puis, un moment donné, ça revient. On dirait qu'on se dit, qu'est-ce que. Je te comprends tellement. Je te comprends tellement. Mais non, sinon, l'entreprise. Hein, tu me dis qu'est-ce qui Oui, m'a amené vers. qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Y a-tu des éléments clés dans ta jeunesse, dans ton parcours académique qui t'a dit, ben moi, un jour, je voudrais être propriétaire d'une entreprise? Ouais. Non, je m'étais jamais dit ça de façon concrète. OK. Mais une fois qu'il y a eu cette opportunité-là de fonder cette entreprise-là avec mon associé, mon mari maintenant, ça a devenu bien clair que justement, j'avais eu beaucoup d'influence quand même dans ma vie. Entre autres, en commençant par ma grand-mère, dont j'ai choisi le nom pour le nom de mon entreprise, qui était entrepreneur dans les jeunes, dans les tout premiers temps de l'entrepreneuriat autochtone, qui avait un restaurant, qui avait une arcade sur la communauté, puis que ben j'avais côtoyé ça. Je me rappelle, j'étais avec elle, elle faisait sa comptabilité, elle comptait ses jetons d'arcade, puis elle s'occupait de ces choses. Puis également mon père qui a eu une aquaculture, entre autres, une pisciculture plutôt pendant plusieurs années. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un esprit entrepreneurial dans ma famille, tu sais, puis que ça venait de quelque part. Oui, bien, l'expérience, en fait, le fait de voir des gens dans notre famille, dans notre entourage, on apprend sans apprendre. Dans le sens que, tu sais, c'est comme tes voix, ils travaillent tout le temps, il y a tout le temps quelque chose, ils font tout le temps un projet. Puis Oui, là, puis souvent, en entrepreneuriat, on pense que l'entreprise, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de gros. Ça. Donc, regarde, ta grand-mère, elle faisait elle s'occupait Tout à fait. des jetons d'arcade, Ouais, c'est des ça. affaires, des petits. Tu sais, c'est pas obligé d'un petit restaurant, c'est pas obligé d'être big. C'est une Exact. petite affaire. Mais tu es occupé, tu entreprends. Ben oui. Puis tu te crées ton emploi, puis tu te crées ta richesse, tu sais. exactement. Donc là, à travers ces exemples-là, là, ça t'a amené vers la création de ton entreprise. Ouais. C'est quoi l'élément clé qui a fait en sorte que, OK, on démarre? Je dirais, c'est une année de se rendre compte que il y avait une certaine capacité, que j'avais développé une certaine capacité dans ce que j'avais acquis au début de ma carrière. Puis de voir après ça, de pouvoir amener tout ce côté-là autochtone à l'ingénierie que je faisais de façon, je dirais, qu'au départ, là, au début de ma carrière, cette notion-là là, de Première Nation ou qu'est-ce qu'on fait de différent dans les projets quand on est impliqué avec les Premières Nations était beaucoup moins présente. Mais que Mané, il y a eu ce déclic-là de voir, ben il y a quelque chose à faire là, ensemble. Il n'y a rien sur le marché présentement là, d'offert, mettons, au niveau des projets d'ingénierie qui vont être offerts aux communautés des Premières Nations. Fait qu'il y a eu un peu ce déclic-là. Puis après ça, Mané, on avance, la vision, la mission se clarifie, se précise. Puis après ça, on devient bien emballé, puis les projets se multiplient. Là. Puis un moment donné, moi, j'ai vraiment eu comme, tu sais, je dirais pas en 2016, mais peut-être, je sais pas, 2020, un peu, plus on avançait, bien, ça a devenu vraiment, mon Dieu, je fais
je fais ce que je voulais faire. Puis tout s'accorde, autant mon parcours scolaire, autant justement ma vie personnelle. J'aime ce que je fais, j'en suis passionnée. Je vois aussi comment que le travail qu'on fait a un impact. Fait que ça devient très, très valorisant. Puis, c'est ça. 2016, création. 2020, c'est la pandémie. Comment est-ce qu'on passe à travers ça? Parce que, tu sais, tu étais à ta 5e année d'opération. Ça a dû être un défi important. Oui, ça a été un défi, mais je dirais pas trop Ouais. gros. Non. Ça a bien été? Ça a quand même bien été. Oui, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas fait la meilleure année de notre entreprise, mais ça a quand même bien été. Puis ça a permis entre autres, nous, là, on a développé vraiment beaucoup puis ça, c'est comme beaucoup d'entreprises, mais on a tout développé ce qui était de technologie. Puis maintenant, moi, mon équipe est partout au Québec. Fait que, tu sais, ça, c'est plaisant. Ça doit faciliter Ben oui. les communications. Oui, puis ça facilite le recrutement aussi, Ben oui. là, vraiment, parce que là, on ouvre le marché à recruter partout, tu sais. Même ils ne sont pas obligés de déménager une place. Tu sais, c'est- Exactement. Puis même lorsque tu as des chantiers à quelque part, ben, tu peux recruter quelqu'un qui est dans le C'est coin, ça. puis go. Ah, exactement. Fait que moi, je dirais qu'à partir de là, notre modèle de fonctionnement, notre culture d'entreprise a quand même un peu changé par rapport à ça. Fait que, ouais, je me rappelle pas de 2020 comme une Comme une mauvaise problème. année. Ouais. Non, ben tu sais, je fais un petit parallèle. Ben là a vu le jour pendant la pandémie. Tu sais, une question de diversifier l'enseignement, tout ça. Puis je pense aussi que cette accélération-là technologique pour les entreprises qui ont décidé de revoir leur processus, de revoir leur façon, ça a pu créer certaines opportunités. Oui. Mais il fallait avoir cette vision-là pour... Ben oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc là, vous servez... quels sont vos types de clients que vous avez dans l'entreprise? Parce que, tu sais, veux pas... Là, tu sais, vous avez une couleur autochtone, en fait, un ADN autochtone. Oui. Et ça, dans le fond, je vais y aller avec, oui, les clients, mais est-ce que, quand vous déposez dans un appel d'offres public, par exemple, est-ce que ça devient un On avantage? ne court pas trop après ça, les Non. appels d'offres publics. Vous êtes Mais pas là-dedans? continue Non, ta, mais continue ta parce que ce question. que je veux dire, est-ce que c'est un avantage ou ça peut être perçu comme un désavantage? Non. Ben, ouais, je vais te donner deux axes de réponse. Premièrement, le gouvernement fédéral a une excellente politique d'approvisionnement pour les entreprises autochtones. OK. Donc, le gouvernement fédéral s'est engagé à donner 5 de tous les contrats fédéraux à des entreprises autochtones. Puis le 5 il vient du fait que environ 5 de la population canadienne qui est autochtone. OK. Fait que ça, il y a un avantage là. Après ça, c'est quand même difficile à concrétiser parce que, oui, ils disent qu'ils vont le prendre parce qu'il faut qu'ils remplissent le 5 mais d'un autre côté, des fois, ils ne vont pas nécessairement adapter les critères ou tout ça à des jeunes entreprises autochtones. Tu sais, mettons, comme en ingénierie, bien, ils vont envoyer un appel d'offres avec toutes les grandes firmes, mettons, qui ont plein de ressources à présenter. Ils vont dire, on veut prendre une entreprise autochtone d'ingénierie, sauf que là, tu présentes tes ressources que tu as, qui ne sont pas comparables, mettons, à Atkin Realist ou quelque chose comme ça. Mais là, ils n'adaptent pas leurs critères. Fait que là, ça devient un peu... C'est comme une porte, double discours un petit peu. Ouais, Fait que ça, il y a ça. Mais l'avantage est quand même là. Mais il y a du travail à faire. Puis sinon, ce que j'allais dire, c'est qu'au début, entre autres, nous autres en ingénierie, c'était un peu un désavantage, j'aurais tendance à dire, parce qu'on m'a souvent demandé des ingénieurs autochtones. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous avez un ordre professionnel spécial? Est-ce que vous faites vraiment de l'ingénierie? Fait qu'au début, il y a eu ça un peu. Il y a eu une crédibilité à bâtir. À bâtir, puis à faire comprendre que, oui, on a une entreprise autochtone, oui, on vit des valeurs autochtones, on développe notre clientèle autochtone, des projets, on se spécialise dans ce type de projet-là, mais à la base, on fait de l'ingénierie. Là. On fait des plans et devis, on fait des calculs, on suit les normes, puis on fait partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Fait qu'il y a eu cette partie-là. Puis les normes sont les mêmes. Là, je veux Oui, dire. oui, Ça exactement. change pas. Oui, puis, tu sais, je te posais la question pour qu'on puisse briser le mythe. Parce qu'il y a le fameux mythe, des fois, tu sais, la scolarité, tu sais. Puis je trouve ça magnifique, moi, ce que j'entends, ce que je vois
des premiers peuples quand je vois des étudiants, justement, qui se démarquent. Tu sais, moi, je trouve ça impressionnant ce que tu fais là, dans ta formation académique, dans ton parcours entrepreneurial. Je trouve ça impressionnant. Puis c'est pour ça que je me disais, tu sais, des fois, les fausses perceptions, parce que des fois, il y en a qui ont, tu sais, la fameuse réconciliation, là, tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a de l'ouverture, puis il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à faire sur les anciennes perceptions, puis tu sais, à un moment donné, en tout cas, on est tous humains de la Terre, là. Je suis peut-être dans mon rêve de licorne, mais je pense qu'il faut progresser dans le bon sens, puis il faut abandonner ces préjugés-là. Puis c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça, mais je trouve que c'est important d'en parler. Puis que nos étudiants, ceux qui sont à l'écoute actuellement, aussi prennent conscience qu'il y a des belles choses, il y a des belles opportunités comme partenaire avec les premiers peuples. Puis il y a aussi des belles valeurs à s'inspirer, puis à comprendre que des fois, nous autres, dans notre tourbillon quotidien, qui est alimenté par la technologie, fait en sorte que des fois, on perd le focus, on perd certaines choses, puis que dans le fond, on devrait bien plus se grounder sur... Puis des fois, échanger avec les autres communautés, ben ça nous permet tu sais, quand on le fait avec une ouverture, d'être capable de se grounder aux bonnes places, puis s'inspirer de ça. Mais ça, je pense que ça demande une ouverture. Donc, bref, c'est ça. C'était mon éditorial de l'entrevue. Non, mais c'est beau qu'est-ce que tu dis. Puis moi, je trouve ça vraiment vrai, qu'est-ce que tu dis, parce qu'entre autres, quand on échange avec les Premières Nations, quand on s'y intéresse à leurs valeurs, à leur façon de vivre plus traditionnelle, tout ça, là, bien, il y a beaucoup cette notion-là, justement, mettons, de ralentir, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de sa communauté, qui est un peu dans l'effervescence, là, maintenant, en 2025, justement, notre société capitaliste, beaucoup, tu sais, ça va à contresens de ça un peu, les Premières Nations. Tout le côté respect. Oui, exact. C'est important. Oui. Fait que, non, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu dis? Je regarde juste le respect des aînés. Ah oui. Mais tu sais, au Québec, on a fait table rase sur une partie de notre histoire parce qu'on n'est pas fiers de certaines choses qu'on a vécues. Puis, tu sais, en tout cas, bref, on s'enlignera pas là-dessus. On reste dans le positif. Là, on a la chance de t'avoir comme marraine, comme présidente d'honneur. Écoute, je ne sais plus comment t'appeler. On est chanceux de t'avoir dans le défi. Tu peux l'appeler Marie. Oui, oui, c'est bon, ça. C'est bon. Alors, on est chanceux de t'avoir dans le défi aux entreprendre. Si, mettons, on a un jeune qui nous écoute puis qu'il veut développer une idée d'affaires, puis il veut participer au défi aux entreprendre, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller comme piste à explorer dans son projet d'affaires ou dans son projet d'entreprise, d'entrepreneuriat? Oui, c'est une bonne question. Bien, moi, je lui conseillerais de suivre son instinct, de suivre son intuition, puis d'y aller vraiment avec qu'est-ce qu'il pense, puis qu'est-ce qui l'anime, puis qu'est-ce qui le passionne. Puis habituellement, ça nous amène à bon port dans un projet, partout, mais aussi dans un projet entrepreneurial. Ça veut-tu dire, Marc, que parce que là, il y a des critères de sélection. Oui. Ça fait-tu partie d'un critère? Pas sûr. Il va falloir le rajouter. Il va falloir le rajouter. On n'aura pas sûr de le rajouter. Non, mais sans blague, je pense que le feeling, puis tu sais, ce que tu dis là, c'est... Mais c'est parce qu'on a encore des critères très, très nord-américains. Oui, c'est vrai. Non, mais cette approche-là dans la conception d'idées, moi, je trouve ça important. Puis souvent, on a tendance, des fois, à juste prendre les critères, les paramètres, puis de rester dans la boîte. Je pense que ça devient important de penser en dehors de la boîte. Oui, exactement. Puis c'est ce que j'aime de ce que Marie dit, c'est le think of the box. Penser à l'extérieur de la boîte, c'est tellement, tellement, tellement important. Benoît, tu as effleuré le défi aux entreprendre. Moi, je te laisse pour ça. J'ai posé plein de questions. Moi, je t'ai décollé. Non, mais je voudrais savoir, Marie, je sais que tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à accepter le rôle de présidente d'honneur? Au-delà que Joël est super gentil. Au-delà que j'aime Joël, non. Je pense que c'est l'opportunité de partir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un défi que je connaissais. Une fois qu'elle m'a approchée, je suis allée m'informer sur ce défi-là, puis j'y ai trouvé vraiment, au-delà du concours, vraiment un mouvement, vraiment pouvoir supporter les idées des jeunes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, là, puis de pouvoir... c'est comme tu le disais tout à l'heure, là, c'est de savoir où s'adresser, par où commencer. T'sais. Fait que ce concours-là, ce défi-là, ça peut être ça, ça peut être la porte d'entrée pour
pour un entrepreneur qui a une idée puis qui a mené, on ne sait pas trop par où commencer. Bon, mais regarde, le défi aux entreprendre, pourquoi pas? Pourquoi pas débuter là? Fait que j'étais contente de pouvoir m'associer à ça parce que moi, je crois vraiment en l'entrepreneuriat qui permet la liberté puis de créer à quoi on rêve. Vraiment. Moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu viens de me dire vraiment quelque chose qui m'accroche. Moi, l'entrepreneuriat, c'est un rêve qu'on va rendre réel. Il faut garder ce rêve-là. Exact. Si tu avais un message à transmettre aux participants du défi, qu'est-ce que tu leur transmettrais? Je sais que Benoît a posé une question oui, sensible, similaire. mais ça, c'est pas la même chose. C'est vraiment aux participants du défi. Aux participants du défi. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu veux leur... Quel impact tu vas avoir sur eux? Bien, c'est sûr qu'une chose importante. Bien, premièrement, je pense, en tout cas, on le répétera pas assez, mais ose entreprendre, je pense que ça le dit tout. Ça dit beaucoup, là. Allez-y, tu sais, osez. Puis osez rêver, puis osez agir aussi, en ce sens-là. Mais c'est sûr que moi, il y a la partie, je pense que ça recoupe un peu ce que j'ai dit en début d'entrevue aussi. Il y a la partie, au-delà d'avoir un projet entrepreneurial qui va générer une richesse économique, générer des sous, des revenus, des profits, tu sais. Au-delà de ça, comment mon projet ou mon idée peut avoir un impact durable puis un impact pour ma communauté. Puis quand on dit communauté, c'est at large, là. Comment je peux avoir un impact social? Comment je peux faire une différence? Quelle que soit-elle, là. Oui, Je pense que c'est important pour... L'impact social de ce que tu dis, là, c'est tellement vrai parce qu'on ne réalise pas toujours, mais une entreprise, elle joue un rôle, ça devient une entité. Puis elle a un impact, une influence dans ce qu'elle offre, dans la façon qu'elle vend, dans la façon qu'elle, dans le besoin qu'elle rencontre dans le marché. Puis, l'approche marché, l'approche un peu plus mercantile, c'est souvent ça qu'on enseigne, mais il y a aussi le volet social que l'entreprise, elle, va rencontrer. Comme ce que tu fais là, comme présidente d'honneur, c'est un volet social de ton entreprise que tu le fais généreusement, bénévolement. On n'a pas de chèque de 2 millions à t'offrir. Non, malheureusement. Si on pouvait. J'ai demandé, puis ils n'ont pas voulu. On dit on n'a pas assez de budget cette année. Mais cet impact-là social, dans ce que tu dis, là, je trouve ça vraiment gros à la été jaune. Oui, puis c'est des modèles. On parlait de Mélanie Paul tout à l'heure. Là. Toi, c'est des modèles pour nos jeunes de voir évoluer, qui disent, regarde, ils ont cru, t'as cru dans ton rêve, puis t'as foncé. Fait que tu le réalises. Oui. Tu parlais d'implication sociale, de choses sociales. J'ai vu sur ta page, puis grâce à Benoît, sur la page d'Achini, qu'il y a une bourse persévérance. Oui. Ça me titille un petit peu. Oui, mais non, ça me fait plaisir que vous me permettiez d'en parler. On a débuté les campagnes de bourses depuis 2018. C'est des bourses de persévérance scolaire qui s'adressent aux étudiants autochtones en génie, niveau collégial, niveau universitaire. Puis, une chose dont je suis bien fière, c'est que la première boursière en 2018 était en 2e année du baccalauréat en génie civil. C'est une jeune femme de Masséyache. Puis là, maintenant, elle a gradué, puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle est dans mon équipe chez Achini Consultant. Oh, wow. Fait que je trouve que c'est un beau succès à partager. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, on a eu 3 autres boursiers. Fait que c'est des bourses vraiment qui accompagnent tout le long du baccalauréat. Fait que la bourse universitaire là, est d'une valeur de 6 400 $. Puis on accompagne là, à chaque session. Parce qu'on veut justement qu'il y ait une persévérance jusqu'à l'obtention du diplôme. Et c'est tellement important. Exact. Non, mais c'est parce que le volet financier, là, ça génère de l'anxiété chez les étudiants. Puis au-delà de ça, le fait que vous les accompagnez, je trouve ça génial parce qu'il y a un lien avec l'entreprise. C'est un peu comme après ta première année quand tu es allé jouer dehors puis que là, tu es tombé en amour avec ton métier. C'est un peu ce lien-là que tu recrées avec ça aussi. Là. Puis effectivement, si tu choisisses par la suite pour aller travailler, c'est encore mieux. Oui, tu es doublement gagnant. Oui, exactement. C'est clair. Donc, Marc, t'avais-tu d'autres questions pour Marie? Non, moi, j'aurais pas Marie? d'autres questions. Marie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir. Si tu as des nouveautés ou quoi que ce soit, tu veux nous parler d'entrepreneuriat, ça te tente de revenir, écoute, n'hésite pas. Mais ça se pourrait que je revienne te voir. Petite carte blanche. Non, mais c'est... Moi, là, quand on est capable de parler de... Tu sais, oui, on sait ce qu'on veut dans l'entrevue, puis on sait le message qu'on aimerait faire ressortir, mais tu sais, quand on est capable d'aborder des questions, puis de vraiment faire le tour, puis de... Tu sais, là, on a des belles discussions. Moi, c'est le genre de balado que j'aime faire. Puis honnêtement, je disais au début que... En tout cas...
je voulais reporter. On dirait que là, ça me fait du bien. Je trouve ça trippant. Donc, merci beaucoup, Marie. Tu reviens quand tu veux. Puis quand tu as des nouveautés, parce que moi, dans mes valeurs, puis je termine là-dessus, moi, dans mes valeurs qui m'animent, dans le fond, comme professeur, la persévérance scolaire, ça fait partie de j'en parle, puis j'encourage les étudiants, puis j'essaie d'être compréhensif, j'essaie d'appuyer mes étudiants à ma façon dans cette persévérance-là. Donc, puis permets-moi, Benoît, de dire à Marie, merci beaucoup de t'impliquer. Comme Marianne, présidente d'honneur. Merci, Marc. Pour le défi aux entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment apprécié. Merci. C'est bon. Ben là. Alors, les amis, c'est ce qui complète ce premier épisode de la saison 10. Oui, j'ai bien dit la saison 10. Donc, écoutez, si vous voulez nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, Ben Lala Balado sur Facebook, entre autres, et bien sûr, tous les épisodes sur benlala.ca. Alors, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.